troisième édition de Métro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce soir, les conseillers Louis-Gérald Gilles et Emmanuel Vertiller refusent de comparaître devant le juge d'instruction Benjamin Félismé, évoquant leur immunité présidentielle. Ils affirment qu'ils ne peuvent être jugés que par la Haute Cour de justice. Le Premier ministre Gary Conille a demandé le report de la séance de travail d'urgence prévue ce mercredi à la Villa d'accueil, où il devait s'expliquer sur la présence d'une éventuelle compagnie de sécurité impliquée dans les affaires de sécurité publique. Également en titre, selon le dernier rapport du BINU, plus de 1200 personnes ont perdu la vie et 522 ont été blessées en Haïti entre juillet et septembre. Par ailleurs, au moins 170 personnes ont été enlevées contre paiement de rançon. On démarre ce journal par un sujet qui est au cœur des informations depuis quelques temps déjà, l'affaire de corruption à la BNC. Les conseillers accusés de corruption dans le scandale de la BNC refusent de comparaître devant le juge d'instruction Benjamin Félismé en charge de l'enquête. Les avocats d'Emmanuel Vertiller et de Louis-Gérald Gilles ont adressé des correspondances au juge instructeur pour demander l'annulation de l'enquête en cours, évoquant des articles de la Constitution et soutenant que seuls les membres de la Haute Cour de justice peuvent les juger. Maître Ephésien Joissin, avocat du docteur Louis-Gérald Gilles, est avec nous via Zoom. Il va nous apporter plus de précisions. Bonsoir, Maître Joissin. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir, Madame Mousberlin. Merci de cette invitation. Alors justement, vous êtes avec nous pour parler de ce dossier qui est dans l'actualité depuis quelques temps déjà. Nous savons que le juge instructeur Benjamin Félismé, en charge de l'enquête, a convoqué votre client, en l'occurrence du docteur Louis-Gérald Gilles, le 19 novembre prochain. La première question, est-ce qu'il envisage de se présenter? Merci. Et, effectivement, le conseiller président, docteur Louis-Gérald Gilles, a reçu une invitation. Et je vous assure qu'il ne se sera pas présenté. Et pour quelle raison? Pour quelle raison que l'il pas présenté dans la convocation juge Benjamin Félismé? Parce que c'est un conseiller présidentiel qui jouit des privilèges présidentiels. En conséquence, il n'est pas passible de la juridiction du droit commun. Et qui juridiction justement qui doit charger? Devant qui est-ce que l'a passé? Suivant l'article 135 de la Constitution de 1987 amendée et en vigueur, c'est seule la Haute Cour de justice capable de gagner juridiction sur des présidents qui auraient commis des crimes ou des délits dans l'exercice de leurs fonctions. Et puisque j'audis n'a pas gagné Haute Cour de justice, qui a alternative là? Ben, je suis désolé. C'est pas nous-mêmes qui fait que pas rien. C'est pas ce président-là qui fait pas rien. Et, eh bien, il y a connaît qui ça a fait, mais cependant, jusqu'au moment où nous parlons, ce sont des présidents, pas une autorité judiciaire qui est capable de relayer pour questionner pendant que le président et sous ça a fait éventuellement dans l'exercice fonction de chef de l'État. Donc selon nous-mêmes, c'est peut-être après mandat conseil présidentiel que la justice a convoqué le docteur Louis-Gérald Gilles. Peut-être, oui, mais pendant que a exercé fonction ça n'a pas qu'à faire. Et ce n'est pas une invention, c'est la loi. Et je dirais même la jurisprudence. Parce que nous avons ça, nous avons un cas comme ça qui passait
dans le pays nous et qui fait, nous qu'a dit, de gain jurisprudence en ce sens. Maître Joassin, justement, on parlait nous de la loi, nous recevoir un avocat toujours sur le même sujet. Hein, et selon lui-même, la loi pas empêché du tout, d'ailleurs, la loi pas empêché que yo recevoir le docteur Louis-Gérald Gilles. Qui ça que nous-mêmes nous capables de dire sur ça? Parce que nous avons l'impression qu'il y a une certaine confusion. Écoutez, là, le droit est une science, en sorte que chaque avocat, s'il n'a pas fait preuve de passion, il doit parler de même langage. Donc, moi-même, samedi là, moi, chita sur la Constitution de 1987, amendée et en vigueur en son article 135, et l'autre texte de loi qui régit ça. Donc, si on a un avocat d'où autrement, assurément, là-bas où un texte contraire ou bien une argumentation contraire. Donc, autrement, c'est de la passion pure et simple. Maintenant, puisque nous n'avons pas décidé de présenter devant le juge instructeur Benjamin Félismé, est-ce que nous pas craignons que quand il y ait une décision de justice qui émette à l'égard du président, notamment, un mandat d'amener, par exemple? Aucune crainte en ce sens, parce que nous avons adressé une requête au juge par laquelle nous disons preuve à l'appui, argumentation à l'appui, nous montrer par A plus B que par aucune manière, qu'il est capable aucune mesure contre ses conseillers auquel cas il va pas présenter. Et la loi dit, si on juge, parce que nul n'est au-dessus de la loi, hein, si on juge pas t'avler marcher dans cette logique du droit, eh bien la loi prévoit que ça gagne vous faites. Donc, pas bon juge qui a fait ça. Nous n'avons aucune crainte, nous connaissons que le juge là, l'a marché sur les pas de la loi. Docteur Maître Joassin, plutôt pour terminer, est-ce que même raison qui a empêché que nous aller devant le juge instructeur là, est-ce que même raison ça, pas qu'à empêcher nous aller devant les enquêteurs de l'ULCC? Très bien. ULCC, ce n'est pas une juridiction de jugement. Ce n'est pas une autorité judiciaire. C'est une juridiction administrative. Donc, une juridiction extrajudiciaire. Donc, ce n'est pas aucun problème. Ils ont allé devant l'ULCC de manière volontaire. Hein. Ils n'ont pas été convoqués par l'ULCC. Et ils sont allés, ça n'a pas enlevé droit. Si l'ULCC lui-même était obstiné dans. Allô? Oui, nous sommes là. Oui, les continuer. Eh bien, bon, au moins opportun, on a fait valoir droit ça que c'est conseiller président, il y a rien. Dernière question pour mettre fin à cette interview. Nous connaissons que gagné un pile parti, notamment des observateurs, qui a demandé pour mettre à l'écart 3 conseillers présidents Sayo pour justement pas handicaper, pour pas constituer d'obstacles avec enquête de justice là. Est-ce que client, le docteur Louis-Gérald Gilles, aujourd'hui, est prêt à se mettre à l'écart, si toutefois, pour que la justice soit capable de faire travailler? Pour aucune raison, Madame Berlin, Rose Berlin, excusez-moi, parce que, vous savez, il est clairement dit qu'en période de passion, la science se tait. Donc c'est pourquoi n'importe qui est capable de dire ça vous voulez. Mais comment demander à quelqu'un de se mettre à l'écart dans une structure que texte qui crée fonctionnement et organisation structure là, il dit mais qui gens pour au monde sorti la dame depuis le fin d'entrée. L'article 26, il y a 4 conditions pour un conseiller président sorti. Et qui conditions ça rapidement? Pardon? Oui, justement. Qui conditions ça? Oui, c'est ça. Ou bien le démissionner, ou bien l'empêcher, ou bien le malade, ou bien l'y mourir.
c'est 3-4 conditions seulement qui permettent qu'il sorte. Donc, au-delà de ça, pas gain. Donc, tout ça, on a dit, mettez à l'écart, ce sont des impressions sensorielles, des vœux pieux qui parlent à la loi. Maître Joissin, Ephésien, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier, Madame Rose Berlin. Merci. Merci encore. Voilà donc les précisions de Maître Ephésien Joissin, avocat de Louis-Gérald Gilles. Et toujours en rapport avec ce dossier, le refus des conseillers présidents de comparaître devant le magistrat ne signifie pas nécessairement la fin de l'instruction. Le juge d'instruction peut poursuivre l'enquête en se basant sur les éléments de preuve déjà rassemblés et même envisager des mesures coercitives si cela est juridiquement justifié. Pour clarifier les implications juridiques et les recours possibles, nous recevons l'ancien ministre de la Justice, Maître Camille Leblanc, qui nous expliquera ce que dit la loi dans ce cas précis. Bonsoir, merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et je pense que nous allons, comme on m'avait demandé, passer quelques temps ensemble. Aux téléspectatrices, aux téléspectateurs, je leur demande d'être patients et de considérer que ce qui est fait sur une demande. Je n'ai pas préparé et c'est pour ça qu'il n'y aura pas des articles, des notes, parce qu'on vient de m'appeler pour participer à ça, mais je ferai de mon mieux pour que la question du droit soit posée et qu'on puisse analyser la situation sans émotion et sans parti pris aussi. Justement, vous êtes avec nous pour qu'on puisse avoir le mot du droit. Dernière information justement concernant ce dossier. Il y a l'un des avocats des 3 membres qui sont impliqués justement dans ce dossier qui affirme que son client n'a pas l'intention de se présenter au cabinet d'instruction. Le magistrat, selon lui, n'a pas la compétence pour poursuivre les conseillers en raison de leur statut de président. Il brandit l'article 24.1 de la Constitution. Quels sont donc les éléments précis de cet article qui protégerait les membres du Conseil d'une poursuite par le magistrat instructeur? Bon, les parties ont le droit de décider qu'ils ne souhaitent pas se présenter devant tel ou tel juge. Les parties ont le droit de tenter même de se soustraire à leur juge, etc. C'est un droit. Maintenant, il y a des conséquences lorsqu'on décide de ne pas se présenter devant une autorité judiciaire. Il y a des conséquences. Et il faut s'attendre à payer parfois les conséquences de cette décision qu'on prend. Que dit l'article 24? L'article 24, c'est un article de la Constitution qui parle de la forme. Si on veut arrêter quelqu'un, on dit voici comment ça doit se faire. En dehors de flagrant délit, ça doit être fait par un juge d'instruction qui émet un mandat d'arrêt dans les formes prévues par la loi et que ça doit être fait entre 6 h du matin et 6 h du soir. Donc, c'est dans le cadre de ceux qui ont le droit de mettre un mandat d'arrêt. Bon. Pour eux, pour les avocats, la poursuite doit être faite, et d'après leur analyse, par un juge compétent, et ils estiment que le juge d'instruction n'est pas le juge compétent. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai, de ce fait, Maître Camille Leblanc? Comment? Est-ce que c'est effectivement le cas? Non, le juge d'instruction, c'est le juge qui est autorisé par la loi à poursuivre des faits criminels. Donc, c'est la démarche fondamentale. Et la loi dit que la corruption est un crime et prévoit que, le LCC doit faire une enquête de soupçon et le dossier doit être envoyé au commissaire du gouvernement pour les suites. Les suites, c'est-à-dire saisir le cabinet d'instruction. Or, les conseillers se sont présentés volontairement devant l'ULCC, qui est la première marche de la procédure. Donc, c'est ce qu'on appelle le premier escalier de la procédure. Vous êtes présenté devant l'ULCC pour vérifier et pour vous entendre sur la dénonciation de corruption.
l'ULCC a fait son travail, a décidé oui, que après vous avez entendu, après les témoignages et les déclarations faites, pour LCC, les éléments de soupçon sont là. Et demande au commissaire du gouvernement de faire la deuxième étape, c'est-à-dire de saisir le cabinet d'instruction. À ce stade-là, vous décidez que vous n'allez pas plus loin. Donc, vous avez commencé, mais arrivé à ce stade-là, vous aviez pensé probablement que LCC allait dire qu'il n'y a rien et vous alliez être très content pour dire que vous êtes prêt pour vous présenter devant le juge, mais l'ULCC ne dit pas rien, mais l'ULCC dit le contraire, dit qu'il y a soupçon. Par conséquent, demande que le commissaire du gouvernement vous traduise et envoie le dossier par devant le cabinet d'instruction pour que vous soyez poursuivis. Et le cabinet d'instruction vous invite. À ce stade-là, vous dit cabinet d'instruction par incompétence pour le temps d'eau. Et pour cela, même tu as précisé, le cabinet d'instruction, c'est lui-même qui est le juge naturel de ces faits-là. Maintenant, ou même vous revendiquez, non pas le fait que ce n'est pas un juge naturel, ou demandez un privilège de juridiction. J'ai toujours dit que c'est président, là, nous connaissons côté au joint, dans la loi pays, nous avons 9 présidents, nous avons ex-présidents, et comment ou là, pas oublier, M. Sayo, là, parce que mon groupe parti politique, société civile, qui avec CARICOM, décidé de la recherche de solutions, que tout le monde d'accord, tout haïtien doit chercher des solutions à la crise que nous avons là. Il dit, il faut former un bagage pour apporter des réponses. Mais ça, il faut former, pas rien à voir avec les institutions républicaines telles que le prévoit la Constitution pays. Lui-même, cadrer, ça vient pour faire dans le pays. Maître Leblanc. Ou après revendiquer un bagage, dans un moment donné, soit après revendiquer, on présente un texte de loi qui dit, mais qui est souillé, mais qui prérogative qu'on gagne, mais qui ça dispense de tes juges naturels. Maître Leblanc, toujours concernant, justement, Maître Leblanc, toujours concernant raison que vous évoquez, je dis que clients n'ont pas qu'à passer devant juge instructeur, là, mais surtout devant la haute cour de justice qui pas existé d'ailleurs pour le moment. Maintenant, qui l'autre option que la justice gagne, qui sait que juge instructeur là, en l'occurrence de M. Benjamin Félix, est capable d'envisager dans le contexte précis que nous avons là? Non, pas de l'autre. Vos juges naturels, c'est les juges d'instruction. Et pas de, ils connaissent très bien, pas de haute cour de justice, il va exister. Donc, il ne va jamais exister pour eux tout, parce qu'il n'y a pas aucun côté statut permettre de relever de la haute cour de justice. Donc, c'est des gens qui réclamaient l'impunité, puisque vous connaissez ou pas de recours, ou qu'on n'a pas aucune qualité non plus pour revendiquer la recours. Donc, si vous revendiquez une juridiction qui n'a pas existé, en fait, vous avez l'impunité, vous venez là, vous avez fait ça, vous avez violé la loi, vous et puis tout le monde a gardé. Donc, en réalité, ces gens-là revendiquent l'impunité. Je pense que c'est très dommage que des gens viennent twister dans l'État pour revendiquer l'impunité. Donc, vous voyez que c'est ma choix pas cohérent, pas conforme, alors que l'accord météo là, accord mois d'avril qui était météo là, dans l'accord ça, il dit qu'on va venir combattre et corruption, il va venir forcer le bagage, et puis là, ou même directement, il n'y a qu'on la donne, et pour dire qu'on n'a pas un juge pour ou son monde qui est au-dessus de la loi, au-dessus de tout. Donc, c'est une plaisanterie. Moi-même, je pensais et le juge d'instruction qui invite, parce que avant que le juge là, il prenne décision pour l'inviter, c'est que il doit garder est-ce qu'elle a une compétence. Donc le juge à ce stade-là a décidé qu'il est compétent. Il a été saisi par le commissaire de gouvernement qui a analysé le dossier, qui estime qu'il y a des faits qui doivent être poursuivis et il connaît que d'après la loi, c'est le juge d'instruction dans la juridiction côté de la Vassia, il a une compétence pour examiner là. Il fait ça. Ce juge examine sa compétence, parce que tout juge doit examiner sa compétence, il examine, il prend mesure, il invite au venir devant. Ou décider ou pas aller. Bon. La loi prévoit qu'il doit décider ou pas aller devant le juge, mais elle prévoit ça bien pour faire.
Maintenant, justement, Maître Leblanc. Et le juge l'a constaté ça et l'a mettait dehors, l'a demandé pour que la police cherche au mener une balle de force. Donc, si nous comprenons bien, Maître Leblanc, si nous comprenons bien, comme nous connaissons que le conseiller président Louis-Gérald Gilles qui est convoqué pour le 19 novembre, si que tu décidé de parler, donc juge là capable d'émettre un mandat d'amener derrière et puis Mounsayo qu'on est capable, la police capable d'arrêter. C'est ça qui est issu. Hein. C'est clair, une fois que le juge d'instruction ou l'invite volontairement ou pas une excuse pour venir ou de pas venir parce qu'on estime il pas de droit convoquer, à ce moment-là il y a la force de venir devant. La loi bat les outils pour le forcer de venir devant alors que même Walou, c'est aider pour faire que la justice lui-même, non seulement respectée par tous les citoyens, dont ou son citoyen, ou même ou voulez mettre tête au-dessus de la loi. Donc, surtout pas mettre tête au-dessus de la loi parce qu'il n'y a pas de monde qui est au-dessus de la loi. Maître Camille Leblanc, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Voilà donc l'analyse de Maître Camille Leblanc. Il était notre invité pour nous apporter le mot du droit concernant ce dossier. Merci de votre fidélité à Metro News. Le scandale de corruption occupe une grande partie de ce journal. Après que des leaders de partis politiques ont récemment réclamé le retrait des 3 conseillers impliqués dans le scandale de corruption, ce sont désormais des organisations de défense des droits humains qui demandent leur mise à l'écart. Ces groupes appellent au retrait des conseillers présidents suite aux révélations du rapport de l'unité de lutte contre la corruption concernant leur implication présumée dans le scandale de la Banque nationale de crédit. Selon les intervenants, issus de plus d'une quinzaine d'organisations de défense des droits humains, ces personnalités ne devraient pas participer aux grandes décisions engageant l'avenir du pays. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. Des organismes de défense des droits humains ont exprimé leur position par rapport aux 3 conseillers présidents qui sont indexés dans le rapport de l'unité de lutte contre la corruption. Ils doivent être mis à l'écart selon eux. C'est pour ça, nous-mêmes dans le secteur des droits humains, on a demandé pour Emmanuel Vertillet, Louis-Gérald Gilles et Smith Augustin, mettez corps sous côté dans la décision que KPT a pris pour le pays. Parce que vous n'avez pas de sainteté dans les peuples haïtiens et même devant la communauté internationale. Surtout après le gros travail que l'ILCC fin réalisé dans 4 dossiers, côté l'Iran, il y a un rapport qui mélange 3 messieurs juste dans le coup, dans 4 dossiers 100 millions de goudes, il a demandé ancien DG Raoul pour taquimber dans le poste. C'est une situation critique pour le pays, dénoncent les défenseurs de droits humains qui en profitent pour s'adresser aux juges chargés de ce dossier. Et c'est pour ça, dans 4 dossiers, nous avons demandé juge, instruction, Benjamin Félix pour mener bon enquête pour traiter le dossier et rendre ordonnance dans délai la loi mandé. Pendant l'observer avec la loi comme boussole pour faire travailler sans force côté. Surtout, loi anticorruption 7 mai 2014 là, dans l'article 3 qui définit clair ou clair rose que la corruption dans toute dimension. Ce dossier doit être traité au plus vite, soulignent les intervenants, affirmant que la lumière doit être faite sur cette affaire. Autre grand point dominant l'actualité, le Premier ministre Gary Conille attendu ce mercredi à la Villette d'accueil pour fournir des précisions concernant la présence supposée d'une compagnie de sécurité active en Haïti, a demandé le report de la rencontre. D'après la correspondance envoyée au secrétariat de la primature, une séance de travail était prévue à 14h entre le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Conille, au cours de laquelle ce dernier devrait donner des détails sur l'éventuelle implication de cette entreprise dans la sécurité publique. Bien que le nom de la compagnie ne soit pas mentionné dans la correspondance, certaines sources indiquent qu'il s'agirait de Studebaker Defense Group. Fin septembre, le Premier ministre aurait conclu discrètement un accord avec cette multinationale spécialisée en sécurité, dont les effectifs incluent de nombreux anciens responsables du Pentagone et de la CIA,
Par ailleurs, des informations font état de la présence d'environ 200 mercenaires opérant actuellement dans le pays. Autre nouvelle, entre juillet et septembre, la violence des gangs et la lutte contre eux ont causé 1223 morts et 522 blessés en Haïti selon le BINU. Au moins 170 personnes ont été enlevées contre rançon. Les données révèlent aussi des exécutions sommaires présumées impliquant la police avec 6 enfants parmi les victimes. Le BINU alerte également sur les violences sexuelles subies par des femmes et des filles. Durant cette période, 59 enfants ont été tués ou blessés, victimes de meurtres, blessures, enlèvements, violences sexuelles, traite et recrutement par les gangs. Rappelons qu'au cours de sa récente intervention devant le Conseil de sécurité, la chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, a plaidé pour une accélération du déploiement intégral de la mission multinationale. Elle a aussi souligné l'importance de respecter les normes et standards relatifs aux droits de l'homme dans ce processus. Le gouvernement est conscient de la gravité de la détérioration du climat sécuritaire en Haïti. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le secrétaire général de la primature. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, Maître Camille Edouard Junior a fait savoir que des dispositions ont été prises en vue de permettre à la PNH et au FADH de disposer de moyens nécessaires pour pouvoir lutter contre les gangs. Il en a profité pour annoncer que les policiers continuent de mener des opérations à Solido, ainsi que dans d'autres endroits où opèrent des bandits. Maître Camille Edouard Junior. Et pendant longtemps, au niveau de la communauté internationale, la question de la sécurité était plutôt well dans l'angle de la police. Et il y a un plus gros succès, Premier ministre Gary Coney, c'est arriver démontrer qu'on est en présence du grand banditisme qui impliquait que la police lui doit au moins gagner une capacité de réponse proportionnelle avec des criminels notoires que eux-mêmes sont capables sur des marchés parallèles, malheureusement, joindre des armes de guerre. C'est de ça qu'on parle maintenant. Qui fait que, aujourd'hui, la police et l'armée, ils gagnent capacité pour faire acquisition de matériel qui permettent que le capable de réponse sinon proportionnelle ou bien supérieure nettement par rapport avec attaque qu'a fait. Maintenant, je voulais retourner sur le fait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, lorsque on parle de réponse, il faut que l'autorité, ou du moins c'est la police, l'armée, il faut qu'il y ait moyen pour ça. Et l'instrument pour que l'État baille réponse sur tout domaine, y compris dans le domaine de la sécurité publique, c'est le budget. Qui baille à la fois la police et l'armée moyens et capacités pour faire acquisition de biens et pour capable répondre. Et en même temps, il faut nous rappeler qu'il y a un recrutement qui est en cours, tant au niveau de la police et de l'armée. Là, je parlé de ça qu'a fait aujourd'hui pour permettre que force publique nous soient capables de renforcer. Ces réponses à bail en fonction de nouvelles réalités qui gagnent par rapport à la question ça. Gagnent et la configuration au niveau territorial, nous devons répondre au niveau terrestre, nous devons répondre au niveau maritime, au niveau des côtes, parce que bandits ont malheureusement utilisé la mer pour faire des attaques. Et nous devons répondre tout avec support aérien qui peut permettre que la police et l'armée interviennent de manière efficace. Mais tout ça, Wendell, non seulement besoin des moyens classiques que nous connaissons, mais il a besoin des moyens spécialisés qui peuvent permettre que vous capable d'intervenir en zone hostile et de jour comme de nuit. Pour dire que ça, que lorsque gagnons en pile préoccupation, mais dans le moment ça, nous gagnons la police, côté que policiers avec militaires, ils travaillent 7 jours sur 7 sur différents fronts pour permettre que l'autorité de l'État l'ait encore maintenue avant que les renforcer dans ça que tout le monde dans la population a espéré attendre. Nous refermons la page nationale de ce journal sur une note plus positive. On va parler santé.
où l'hôpital universitaire Dr Aristide a lancé officiellement un programme d'urologie ce mercredi 30 octobre 2024. Ce programme vise à venir en aide aux patients souffrant de pathologies urologiques dans le pays, comme l'a souligné le chef du service d'urologie, le docteur Jean-Marie Aubour. L'hôpital continue d'ouvrir ses portes aux patients malgré la situation sécuritaire fragile qui prévaut dans la commune de Tabar, a ajouté le directeur médical, le docteur Joseph Edmond-Pierre. Reportage Réti Fortuné. Cette commune située au nord de Port-au-Prince se trouve aussi dans l'œil du cyclone de la violence des gangs. Ces derniers mois, de nombreuses personnes ont dû la déserter sous la pression des bandits. Dans ce climat tendu, des médecins risquent leur vie au quotidien pour venir en aide à des centaines de patients. Le docteur Jean-Marie Aubour empruntait cette voie lorsqu'il a été agressé par des individus armés. Le chef de service d'urologie de l'hôpital universitaire de la Fondation Aristide revient sur les faits. C'est une victime de situation d'insécurité. Soit où là, son balle que vous recevez, un malade qui prend balle que nous sommes opérés dans MSF. Et puis, derrière les armes sous moi, ils ont tiré moi, ils ont foutu moi 2 balles. Deuxième, jusqu'à présent, une potée dans le dôme. Et pour cause, et une victime, mais ça ne veut pas dire que je ne pas soin, toujours pas soin. Ce témoignage illustre le fait que le personnel de santé n'est pas épargné par cette vague de violence qui s'abat sur la capitale. L'hôpital de l'UNIFA, en dépit de sa situation difficile, continue pourtant de fournir des services tant bien que mal. Au contraire, un nouveau programme de service d'urologie a été officiellement lancé ce mercredi. Il vise à desservir un public souvent touché par ce type de pathologie dans le pays. Le docteur Aubour présente ce service en détail. Le service urologie, c'est un service très très jeune, à peine 1 an et quelques mois. Son service a commencé timidement, côté d'après un malade par semaine. Après, nous sommes capables de 2 malades, 3 malades dans semaine. Et structure service, ça nous offre en clinique externe. Les malades viennent pour consulter, nous consulter. Et nous avons dans la clinique externe un appareil de sonographie mobile qui permet de faire du diagnostic sur place, même là. Et nous avons un chapitre endoscopie. Nous faisons endoscopie dans la clinique externe, pas endoscopie digestive, endoscopie urologique, c'est-à-dire, madame qui a un problème, nous entrons un instrument en dans le canal PPA et puis nous voyons si c'est un pierre qui est en dedans, si c'est un prostate qui est gros, ou bien si c'est une infection au niveau de la vessie. Et ensuite, dans le cas malade à venir avec suspicion de cancer prostate, nous avons la possibilité pour nous faire ça, les biopsies de la prostate, qui est une intervention pour un petit crasse dans la prostate, là, vous analyser pour regarder si c'est cancer ou non. En raison de la fragilité du climat sécuritaire, de nombreuses institutions sanitaires sont contraintes de fermer leurs portes dans la capitale. Dans ce contexte difficile, l'hôpital de l'UNIFA reçoit un nombre de plus en plus considérable de patients. Les chiffres partagés par le docteur médical, le docteur Joseph Edmond-Pierre, sont sans appel. Nous essayons de créer une stratégie pour nous recevoir malades, pour nous venir au secours de la population. Et c'est dans le cadre de ça que nous créons une stratégie ça, qui fait que le docteur Aubour dit que dans 2 semaines, il a gagné près de 800 malades qui venaient pour des soins urologiques. Ce n'est pas parce que l'autre hôpital n'est pas fonctionnel, non. C'est parce que nous avons besoin et nous répondons à besoin ça en tenant compte de capacités mondiales. L'exacerbation de la violence au centre-ville de Port-au-Prince a provoqué la fermeture de 34 institutions sanitaires depuis mars 2024, dont l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, devenu une zone de non-droit en raison des conflits armés entre policiers et gangs, selon des chiffres présentés par la POHDH. À travers ces différents services, l'hôpital de l'UNIFA se veut un centre de secours pour des centaines de patients privés d'accès à des soins de santé. Nous arrivons au terme de ce journal. Avant de partir, le rappel des principaux titres développés. Les conseillers Louis-Gérald Gilles et Emmanuel Vertillet refusent de comparaître devant le juge d'instruction Benjamin Félismé, évoquant leur immunité présidentielle. Ils affirment qu'ils ne peuvent être jugés que par la Haute Cour de justice. Le Premier ministre Gary Conille a demandé le report de la séance de travail d'urgence prévue ce mercredi à la Villa d'accueil, où il devait s'expliquer sur la présence d'une éventuelle compagnie de sécurité impliquée dans les affaires de sécurité publique.
Et puis selon le dernier rapport du BINU, plus de 1200 personnes ont perdu la vie et 622 ont été blessées en Haïti entre juillet et septembre. Par ailleurs, au moins 170 personnes ont été enlevées contre paiement de rançon. C'est ici que s'achève la 3e édition de Metro News pour cette semaine. Merci de votre confiance, merci de votre attention. On se retrouve demain. Bonsoir.